Bonjour. Bonjour. C'était un petit Snapchat, au cas où, si vous vous posez la question. Donc on va parler pendant 15 minutes des nouveaux leviers de l'expérience client. Donc je me présente, Jérôme Boguit, je travaille sur l'Europe du Sud pour Sprinklr, qui est une start-up américaine, et on accompagne des grands groupes en Europe et ailleurs sur la customer experience, avec notamment Pernod Ricard et Jérémy Moritz. Et pour me présenter rapidement, donc je travaille au siège de Pernod Ricard et je m'occupe de tout ce qui est social media et contenu lié au digital. Alors 2 mots sur Sprinklr, ensuite on va vraiment se focaliser sur Pernod Ricard. Donc c'est une start-up US et on a une mission qui est extrêmement simple, extrêmement ambitieuse, qui va être d'aider nos partenaires à devenir customer-centric. Comment on va faire ça? Via nos technologies qui vont commencer par le listening, donc on va faire du market research, les réputations, toutes les choses que vous connaissez, de l'outbound management, de l'inbound management, la gestion et ou contrôle du paid, et enfin la partie social CRM. Donc le but, c'est de mettre en place un front office, de la même façon qu'existe un back office, de l'expérience client. Alors pourquoi on a ce mantra? C'est simplement parce qu'on essaie de s'adapter à un nouveau contexte qui est évalué par nos soins, mais également j'aimerais savoir, Jérémy, de ton côté, comment est-ce que tu évalues le contexte actuel? Je vais surtout parler pour Pernod Ricard, mais du coup ça va sûrement parler à d'autres boîtes, mais chez Pernod Ricard on est hyper décentralisé. Donc on n'a pas la chance d'avoir une équipe, une marque qui gère tout. On a 85 pays où on est présent en direct pour distribuer nos produits. On a des contraintes légales, pour ceux qui connaissent aussi, il n'y a pas que la loi E20, mais il y en a plein partout dans le monde. Et en fait on est une entreprise qui a beaucoup changé dans la mesure où on est à la base B2B2C. Donc avant on était souvent avec les distributeurs, nos clients, et on n'avait pas l'habitude d'être en direct, en masse, en face des consos, et du coup ça a vraiment été un gros apprentissage dans la mesure où on est parti ce que je dis toujours, c'est qu'on est parti du social il y a 80 ans où nos commerciaux allaient, j'utilise souvent la phrase de Paul Ricard, faites-vous un nouvel ami chaque jour. Le but des commerciaux c'était de discuter avec les gens dans les bars, de les connaître et ensuite de faire du business. Et en fait, on a eu un petit gap sur la partie social media où en fait les gens savaient pas trop quoi faire et du coup ils se retrouvaient un peu esseleux, et du coup on a dû depuis 4 ans en fait s'équiper sur tout ce qui était comment on gère la relation consommateur pour une entreprise qui ne vendait pas en direct, qui ne faisait pas de service clientèle comme peuvent le faire des Dell ou autres. Et du coup ça a été un gros challenge humain d'abord et technologique après. D'accord, alors on peut voir l'écosystème a pas mal évolué, et du coup, Pernod Ricard également. Quelle stratégie vous avez pu mettre en place pour s'adapter? La première stratégie, en fait, je pense qu'on s'est dit on a besoin d'un outil, non pas parce que ça va nous aider à aller plus vite, plus fort et de tout faire très rapidement, c'était de regrouper les gens entre eux. Et je pense que c'est un point clé, c'est que en fait, il y a toujours beaucoup d'humains derrière, c'est que le social est hyper complexe. En fait, je pense que c'est l'essence de tout le marketing qui est concentré dans le social media, puisqu'on a paid to earn et il faut gérer un peu toutes les compétences. Et donc on a vraiment essayé de se dire, comme on est hyper décentralisé, globalement on a une voire plusieurs agences par pays. Je vous laisse imaginer la complexité. Comme on a aussi des marques, donc juste pour expliquer, Pernod Ricard travaille avec des entités de marques, donc Absolut est en Suède, Jameson est en Irlande. Et chacune de ces marques travaille avec les pays en fonction des marques qu'ils distribuent. Donc ça donne une galaxie à gérer qui est pas simple du tout. Et du coup, en fait, l'idée, c'était déjà de dire on va mettre tout le monde au même endroit pour essayer d'arrêter de réinventer la roue tous les jours et d'apprendre un peu ensemble. Ce qui paraît hyper basique, mais quand on parle d'un groupe de 18 000 personnes où on a 120 marques, donc c'est pas du niveau de Nestlé, mais c'est pas mal. C'était vraiment clé de dire on va voir ce que tout le monde publie, qui fait des bonnes choses, qui en fait des mauvaises, et aussi pouvoir en fait un peu internaliser pas mal de choses. Et en fait, le fait de se dire on va tout partager avec tout le monde, ça nous a montré aussi qu'il y avait une relation avec les agences qui changeait fondamentalement. Non pas qu'on n'allait plus travailler avec les agences, mais que en fait il fallait qu'on internalise toute la relation conso en direct pour en fait se servir plus des agences comme bouffée d'air créatif, comme
input. Et du coup, on a commencé sur ce principe-là de dire c'est un changement humain. Et après, on essaiera de tirer parti de la technologie pour aller démultiplier un peu ce qu'on fait. Alors c'est hyper intéressant. Cette nouvelle stratégie, elle implique, comme tu l'as dit, des changements humains. Donc qui dit transformation digitale, génère par définition de la résistance. Comment est-ce que cette résistance est gérée chez Pernod Ricard ? Elle est gérée en apprenant et en se prenant des murs de temps en temps. Parce qu'en fait, comme j'expliquais, chez nous, en fait, il y a pas on peut pas dire non, on peut pas dire oui à tout ce que dit tout le monde. Et les pays ont la liberté de contredire certaines initiatives. Donc c'est un exercice intellectuel où il faut savoir s'adapter et deux venir avec les bonnes solutions en ayant bien consulté tout le monde. Donc en fait, pour l'exemple de Sprinklr par exemple, on n'a pas choisi l'outil au siège en se disant c'est bon, on a trouvé le super truc que tout le monde va utiliser. Et on a impliqué depuis le début tout le monde, et tout le monde, c'était pas uniquement les gens du digital, mais les gens en fait des insights, ça c'est un point hyper important, les gens de l'IT et les directeurs marketing, parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe aussi. Et en fait, ils ont été acteurs tout au long de la chaîne pour se dire si on a choisi quelque chose et si on choisit une stratégie même derrière, c'est pour vous, donc c'est vous qui choisissez ce que vous allez utiliser. Et justement, quel est le niveau, comment tu évaluerais le niveau d'implication du top management sur ces problématiques ? Le top management, déjà, il faut que lui soit acteur. Donc c'est vrai qu'au-delà des outils, c'est enlever des barrières. Donc un des meilleurs exemples, en fait, c'est Alexandre Ricard, qui est notre PDG depuis un an pratiquement aujourd'hui, et qui a sa page Facebook qu'il anime lui-même pour montrer aussi ce qu'est la vie d'un PDG de grand groupe sans faire de grandes phrases, mais plus sur ses voyages, les gens qu'il rencontre. Il était en Chine hier, en Corée il y a 2 jours, et il y a des rencontres assez riches. Et un autre exemple qui a pas mal marché, c'est Alexandre a invité des gens inconnus de 7 pays différents, en fait, à venir passer 2 jours à Paris pour venir lui poser les questions qu'il voulait et comprendre un peu ce qu'on faisait chez Pernod Ricard. Et du coup, en passant par le top, ça marche souvent bien. Mais aussi, je pense qu'en en diffusant la compréhension de la relation client dans d'autres strates que le digital, c'est aussi clé, parce qu'en fait, on est un peu les couteaux suisses des boîtes. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire tiens, ça c'est le digital, et on finit par faire pratiquement toutes les tâches, que ce soit de l'écoute, de l'engagement et de l'analyse, etc. Et donc là, par exemple, depuis 6 mois, on forme tous nos Consumer Insights dans le groupe Pernod Ricard sur comment utiliser l'écoute du web et l'analyse du own pour informer la mesure de l'equity de la marque, pour informer en fait des signaux faibles qui vont amener à des leads derrière. Ce qui est un point clé aussi, je pense, c'est de lier au business. C'est vrai que, encore une fois, c'est facile quand on a de la vente en ligne ou des choses qu'on peut mesurer hyper facilement un peu partout. On n'a pas ça. Aujourd'hui, on a des quelques sites e-commerce, mais c'est pas du tout généralisé. Et donc, on est revenu à des fondamentaux. Et globalement, nous, on dépense à peu près 40% de notre budget en événementiel. En fait, Pernod Ricard, je dis souvent, est autant une boîte de spiritueux que d'événementiel, ce qui va plutôt bien dans la partie convivialité. Mais du coup, on va commencer à mesurer combien de personnes on arrive à amener à nos événements, l'écho qu'on arrive à avoir autour de nos événements pour en fait pouvoir ensuite faire grossir un peu tout ça. C'est un des axes qu'on utilise et qui est valable partout dans le monde. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a des choses importantes, c'est de choisir le plus petit ou le meilleur dénominateur commun quand on veut essayer de convaincre. Et je sais plus, je crois qu'on le disait juste avant, enlever la complexité, c'est aussi clé, le vocabulaire est important. Absolument. Alors justement, dans cette phase de transformation, comment est-ce que vous évaluez en interne et en externe le succès ? Est-ce que vous avez des checkpoints pour dire, voilà, à telle date, il faut qu'on soit arrivé à tel KPI ou ce genre de choses ? Alors en interne, on a les mêmes KPI qu'une startup. En fait, c'est les users actifs par mois pour l'instant. Donc pour dire en fait, quand on arrive à mesurer ce que les gens font, les retombées qu'ils ont, en fait, on mesure en fait l'activité qu'ils ont sur la plateforme, ce qui nous permet de dire ensuite déjà de mesurer aussi les agences avec qui on bosse. Ça, c'est un truc encore une fois qui change. Mais mesurer effectivement comment sont dépensés le média, si j'étends un peu plus en général, mais aussi les engagements avec les consos sont clés. Et en externe, on est en train de faire tout un travail
en fait, que nous on appelle retour vers le futur, qui est de dire la techno c'est bien, mais en fait on est en train de se reposer la question de pourquoi le social media pour les spiritueux et chez Pernod Ricard. Parce que c'est vrai je pense que beaucoup de gens se sont tous jetés dans le social media il y a 5, 6, 7 ans. Et parfois on oublie un peu les fondamentaux business, les fondamentaux, les valeurs. Et du coup, on est en train de faire ce travail-là, en fait, de remettre un peu des bases pour tout le monde. Voilà, parce que le but est en gros d'arriver à identifier la taille du gap, de l'écart entre les comportements consommateurs et la façon dont une organisation est mise en place, est organisée. Donc chez Pernod Ricard, c'est des choses qui sont en cours. Comment est-ce que tu vois l'évolution du social à un niveau un peu plus important au niveau de la customer experience sur on va dire les 5 prochaines années pour Pernod? Alors, il y a plusieurs choses, juste pour finir sur l'évaluation en externe, c'est un truc qui est assez important. Ça a été un combat, mais un combat sain, avec les insights aussi sur quel type de métriques on utilise. Et je pense nous, on arrive à la conclusion que tout ce que les métriques d'engagement que nous, on appelle vanity metrics et que certains peuvent appeler des bullshit metrics, il y avait des choses à garder pour l'opérationnel, mais au niveau top management, etc., on est beaucoup plus sur le business et encore une fois sur le nombre de leads qu'on va pouvoir apporter, le nombre de personnes qu'on peut faire venir à nos événements et aussi sur le qualitatif par rapport aux gens qui discutent avec nous. Donc ça, c'était sur ce point-là. Et après, sur le futur, il y a plusieurs choses. Je pense, encore une fois, le social ne s'arrête pas jusqu'aux plateformes social media, c'est un peu une porte ouverte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant sur les sites, et ça, sur les sites ou n'importe quelle plateforme qu'on active, mais récolter des avis consommateurs, même si on ne vend pas, encore une fois, c'est clé et on est en train de le mettre en place partout parce que ça devient en fait un pouvoir d'apprentissage et de négociation aussi avec les retailers, de leur fournir ce type d'avis. Et la création de communautés en propre, y a l'exemple derrière moi, mais Jameson, qui a une très très forte communauté de fans chez les consommateurs et chez les bartenders, est en train de travailler justement sur mettre en place une communauté sur son propre site pour discuter avec les consommateurs dans un espace un peu privé, ce qui se passe déjà sur des groupes Facebook pour pas mal de boîtes. Et du coup, donc ça s'étend vraiment à toutes les plateformes de l'entreprise. En interne aussi, je ne vais pas passer du temps dessus, mais on a installé Chatter en réseau social interne sur les 18 000 employés du groupe en 6 mois il y a 3 ans. Et ça continue à marcher, à évoluer. Je voyais des programmes d'advocacy derrière. On fait le même genre de choses. Et je pense que le futur, en fait, pour moi, c'est 2 choses. C'est 1, les messageries. 3 choses. 1, les messageries. 2, l'image. Et 3, le e-commerce. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe en Chine, Weibo, c'est fini. C'est WeChat qui est le grand vainqueur et ça change à une vitesse grand V. Et il y a plein de choses qui se passent sur les messageries en one-to-one et avec beaucoup d'automatisation. Si vous regardez tout ce qui se passe dans WeChat, dans WhatsApp, les bots qui permettent de discuter, de récolter des données, c'est à mon avis clé. Et quand vous savez que dans WeChat, il y a du e-commerce et du paiement, que dans Messenger aux US, il y a déjà du paiement, et que dans WhatsApp, il me semble que c'est déjà arrivé aussi en Asie, ça va devenir clé. Et du coup, ça amène encore plus de complexité pour gérer la relation et mixer en fait le côté automatisation et humain. Ça va être une vraie question pour moi. Et le dernier, c'est les images. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur tout ce qui est écoute, enfin pas écoute du coup, mais reconnaissance visuelle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on a fait des tests sur Instagram. Les gens qui qui postent des messages autour de nos marques avec des hashtags dans le texte ou qui citent nos marques, et les gens qui ne mettent pas de texte et qui postent des images de nos marques, etc., il y a 3 fois plus d'images qu'il y a de texte. Donc ça veut dire que globalement, on rate beaucoup de ce qui se passe. Et il y a pas mal de solutions qui sont en train de sortir avec Google qui ouvre ses API sur l'intelligence artificielle, mais il y a déjà plein de trucs. Vous pouvez regarder Lefty.io, qui est une startup française qui s'est lancée aux US et qui permet d'aller vraiment regarder ce que les gens postent en images. Et quand on sait l'impact qu'a le visuel, c'est assez clé pour le futur. Absolument, voilà. Le turfu, c'est assez important, notamment pour Pernod. Est-ce que, parce qu'on a un petit peu de temps qui nous reste, est-ce que tu vois Snapchat dans cette stratégie ? Pour nous, pas pour l'instant.
Parce que légalement, en fait, on a des contraintes et globalement, là où il n'y a pas d'Edgegate, il n'y a pas Pernod Ricard ou tout autre groupe de spiritueux. Donc on est un peu contraint là-dessus. Sur le média, je sais qu'ils font des choses où on peut commencer à targeter, mais on regarde un peu tout et on essaie de lier tout ça avec la data. Ça, c'est un truc qui est clé aussi pour terminer, je pense. Sur la partie sociale, c'est qu'on n'exploitait pas du tout les données liées au social et depuis 1 an, on a mis en place notre propre DMP, donc Data Management Platform, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Et du coup, en fait, pour taguer nos liens sociaux et du coup, en plus de nos sites, en plus de nos apps et tout ce qu'on poste sur le social, en fait, nous rapporte des données anonymes sur d'où viennent les gens, quel type de marque ils achètent, etc. Donc ça nous permet aussi de mieux segmenter et donc de mieux acheter du média. Donc ça a l'air facile comme ça, mais c'est encore en cours d'apprentissage. Ok, merci de votre attention.